Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères, une autre fois dans la suite du cours de polyarthrite rhumatoïde. La fois passée, on avait vu la physiopathologie et le mécanisme lésionnel durant la polyarthrite rhumatoïde. Dans cette partie, on va aborder les atteintes articulaires et extra-articulaires pendant une affection de PR. Donc toujours tous les supports de ces cours sont disponibles dans la description. Je vous invite comme d'habitude à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc commençons premièrement notre cours par les atteintes articulaires. Donc c'est au niveau des mains et des pieds. Donc premièrement dans les mains, c'est la déviation cubitale des doigts qui est indiquée là. Donc là, c'est la déviation cubitale des doigts. Donc, les doigts vont être déviés vers le cubitus ou bien de l'ulna. Ça, c'est la déviation du cubital qui est très caractéristique. Elle est symétrique, je répète, de façon chronique. Ça, ce qui caractérise la PR. Donc, elle est liée à une arthrite de la métacarpophalangienne. Elle s'installe peu à peu et aboutit à une déviation en queue de vent. Donc, cette déformation qu'on a déjà vu précédemment, elle est appelée la déviation en coup de vent. Ce sont les 4 derniers doigts qui vont être déviés vers le bord cubital. Donc, notez bien un coup de vent. Donc, gardez tous ces mots-clés-là, gardez tous ces termes descriptifs-là. Ce sont des questions très fréquentes répondues au niveau des examens. Vous devez noter en tête. Vous devez garder les descriptions cliniques de l'APR. Ça peut être des questions. Ça peut être des diagnostics différentiels avec de la SPA, la spondylarthrite ankylosante et les arthrites isolées comme nous allons voir prochainement. Donc, d'abord, elle est réductible, mais l'intérêt d'un appareillage est repos parce que ultérieurement, ces déviations-là, ils vont être malheureusement irréductibles. Donc, faites attention devant la PR, c'est le traitement d'emblée, traitement de fond qui est d'emblée comme vous allons voir dans le traitement. Et aussi, c'est le repos. Notez bien ce terme de repos devant la PR. Il ne faut pas mobiliser une articulation qui subisse une pathologie auto-immune inflammatoire de polyarthrite rhumatoïde. Donc, premièrement, la déviation cubitale des doigts. Deuxièmement, il existe d'autres formations des doigts. Parfois, notez bien une déformation qui est boutonnière. Donc, c'est la plus fréquente. Elle représente 36 à 60% des révélations de cette maladie. Elle est liée à une arthrite. Cette fois-là, c'est pas la métacarpophalangienne, c'est l'interphalangienne proximale, surtout le 4e et le 5e droit. Elle se manifeste par une flexion progressive de l'interphalangienne proximale, puis associée à une hyperextension de l'interphalangienne distale. Et ça, c'est l'aspect de boutonnière. Vous voyez là, la flexion de la première, ou bien de l'interphalangienne proximale et l'extension ou bien l'hyperextension de l'interphalangienne distale. Donc ça, c'est l'aspect de boutonnière. Notez ça bien, ce sont des questions fréquentes d'examen. Donc elle est réductible au début, c'est pour cela il faut mettre l'appareillage. Elle se fixe ensuite, il va devenir irréversible, malheureusement. Donc on a la déformation, comme d'autres déformations, on a la déformation en col de cygne plutôt, en col de cygne. Donc notez bien le coup de vent, notez la déformation en boutonnière qu'on a déjà vu. Notez aussi la déformation en col de cygne, elle est plus rare, mais elle est plus grave fonctionnellement. Elle intéresse surtout le deuxième et le troisième doigt. C'est une là, c'est l'inverse, c'est une hyper extension de l'interphalangienne proximale associée à une hyper flexion de l'interphalangienne distale. Donc là, la déformation en col de cygne,
c'est l'inverse de la déformation boutonnière. Donc, on voit l'illustration. Là, c'est une flexion de l'IPP, interphalangienne proximale, avec une hyperextension de l'interphalangienne distale. Donc là, c'est une déformation en boutonnière. Mais là, vous voyez, ça c'est l'inverse. C'est une hyperextension de l'interphalangienne proximale avec une flexion. Hyperextension là, avec flexion là de l'interphalangienne distale. Ça est appelé la déformation en col de cygne. Toujours, elle est initialement réductible. Elle va se fixer par l'ankylose du doigt en hyperextension. C'est une conséquence fonctionnelle catastrophique par la perte de la possibilité de pronation malheureusement. Et pour cela, c'est l'intérêt, je répète, de l'appareillage précoce durant la polyarthrite rhumatoïde. Notez ça bien. Donc devant l'APR, c'est l'appareillage précoce. Donc, premièrement, on avait vu le coup devant, la déformation en boutonnière, et la deuxième, c'est la déformation en col de cygne. Parfois, on peut noter une déformation en maillet. Elle est rare. Dans 5% des cas, c'est une flexion isolée de l'interphalangienne distale. Elle est appelée la déformation en maillet. Et bien sûr, la fameuse déformation du pouce, c'est le pouce en Z qui est indiqué là. Là, vous voyez, c'est un pouce qui est en Z. Donc, tout ça, ce sont des lésions, ou bien des déformations retrouvées au niveau de l'atteinte de l'articulation de la main. Donc, on récapitule. Le coup devant, c'est la déviation au bord cubital. On a deuxièmement la déformation en boutonnière. C'est une flexion d'IPP, hyperextension de l'épidée. Troisièmement, la déviation en col de cygne. Ça, c'est l'inverse. C'est une hyperextension de l'IPP avec une flexion de l'épidée. Et dernièrement, la déformation en maillet et la fameuse atteinte du pouce. Donc, elle représente 59% des cas de polyarthrite rhumatoïde. Le pouce en Z, il est lié à l'atteinte de la métacarpophalangienne. Donc, c'est une flexion de la métacarpophalangienne avec une hyperextension de l'interphalangienne. Ça va donner, comme je vous ai montré en l'illustration, la déformation en Z. Donc, ça, c'est appelé le pouce adductus. Il est lié à une arthrite trapézo-métacarpienne et elle est moins fréquente. Et bien sûr, on peut noter aussi une luxation en adduction du premier métacarpien avec une fermeture de la première commissure. Donc, si on récapitule les atteintes de main, donc là, c'est l'aspect en boutonnière. Vous voyez là, c'est l'atteinte de l'interphalangien proximal. Là, vous voyez, c'est la déviation du cul en vers cubital ou bien la déviation cubitale. Le coup devant, ça, c'est le pouce en Z. Ça, c'est l'aspect en boutonnière. Et là, c'est l'inverse. C'est l'aspect en col ou bien en queue de cygne. Donc ça, c'était les lésions élémentaires, ou bien les déformations de la main qui sont fréquemment répandues au niveau d'une polyarthrite rhumatoïde. Vous devez les noter, vous devez les diagnostiquer dès que vous les voyez, car c'est primordial pour ne pas fausser le diagnostic. Comme je vous ai dit, la PR, elle a des diagnostics différentiels à d'autres pathologies rhumatismales, la SPA, les arthrites et d'autres affections. Donc, vous devez garder la symptomatologie bien en tête. Donc, ça, c'était premièrement les déviations ou bien les atteintes de la main. Autre atteinte là, articulaire, c'est l'atteinte du poignet. Aussi, elle est représentée dans 90% des cas. C'est une atteinte radio-cubitale inférieure. Elle va aboutir à la luxation dorsale de la styloïde cubitale. Elle est dite en touche de piano. Donc, notez bien ce terme-là, la touche de piano.
Les autres déformations du doigt, ce sont des questions fréquemment répondues au niveau des examens. Donc, comme atteinte du poignet, c'est la touche en piano. Elle est responsable à une tuméfaction de la face dorsale du poignet qui va faciliter la rupture des tendons des extenseurs des poignets. Donc, comme atteinte du poignet, on a l'atteinte radiocubitale, c'est la touche de piano, premièrement, et l'atteinte radiocarpienne, elle se détermine par une instabilité douloureuse du poignet. Elle peut aboutir à la luxation palmaire du carpe. Donc, les atteintes articulaires du membre supérieur, c'est au niveau des mains de façon symétrique et bilatérale. Faites attention toujours à ces termes-là. C'est le, premièrement, le coup de vent. Deuxièmement, déformation boutonnière en col de cygne. Déformation en maillet et les atteintes du pouce. Tout ça sont indiqués là dans les illustrations. Et on n'oublie pas les deux atteintes, les deux tuméfactions, l'atteinte radiocubitale inférieure et l'atteinte radiocarpienne. Donc ça, ce sont les atteintes au niveau des extrémités du membre supérieur. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant la symptomatologie ou bien de la clinique. Donc, passons maintenant aux atteintes du pied et des chevilles. Là, c'est l'atteinte du membre inférieur, toujours c'est distal. Donc, comme atteinte de l'avant-pied, on a une synovite métatarsophalangienne. C'est une subluxation plantaire des métatarsiens qui va donner un durulent. On a une luxation au sud de la première phalange vers le haut, l'orteil en griffe. Donc, ça c'est le corps. Et on a l'hallux en valgus. Donc, c'est un quintus valgus. L'avant-pied va devenir triangulaire. Donc, si on récapitule, là, vous voyez, c'est l'aspect du pied qui est triangulaire. Ça, c'est du valgus. Donc, vous voyez là, le pied, il est en valgus. Ça, c'est l'angle. Là, le pouce, l'hallux plutôt. L'hallux et valgus. On a aussi la synovite métatarsophalangienne. Donc là, ce sont des synovites métatarsophalangiennes. Vous notez là. Aussi, on peut noter, quand vous voyez là, c'est la luxation de la première phalange vers le haut. Vous voyez là, la première phalange, elle est vers le haut. Là aussi, la première phalange plutôt, elle est vers le haut. Ça, vous voyez, c'est le pied valgus, ou bien l'hallux valgus. Ça, c'est le pied triangulaire. Ça, c'est l'orteil en griffe. Tout ça, ce sont des lésions descriptives, ou bien des déformations retrouvées au niveau des atteintes des chevilles. Donc ça, c'est l'atteinte de l'avant-pied. Comme atteinte médio de la pied, ou bien atteinte de l'arrière du pied et des chevilles, c'est l'arthrite tibiotarsienne et sous-astragalienne. C'est le pied plat en valgus et ça va donner un conflit pied-chaussure. Ça, c'est fréquemment retrouvé comme signe évocateur ou bien comme anomalie au niveau des atteintes articulaires distales. Donc, en pied et cheville, notez bien la synovite, bien le durulent, la luxation de la première phalange, l'orteil en griffe, et bien sûr l'hallux valgus qui va donner un pied qui va être triangulaire. Comme d'autres atteintes articulaires, le membre supérieur, donc l'épaule, ça va perdre la mobilité, le coude va subir une déformation flexum avec une limitation de pronosupination. Donc ça, ce sont les atteintes au niveau du membre supérieur, c'est plus un peu proximal. Donc là, ce sont des atteintes qui sont distales. Là, les atteintes qui sont un peu hautes. Donc au niveau de l'épaule, c'est la perte de mobilité. Le coude en flexum, la limitation de la pronosupination. Dans le membre, au niveau du membre inférieur, le genou, on peut noter une hydarthrose, un kyste poplité avec un flexum. Au niveau de la hanche, on peut
noter une coxite rhumatoïde qui est tardive. Et bien sûr, au niveau cervical, c'est la fameuse luxation alto-axoïdienne ou bien le diastasis. Cette luxation alto-axoïdienne, elle représente 25% des atteintes du rachis cervical. Donc, surtout, c'est comme on avait dit, l'arthrite altoïdo-axoïdienne, c'est C1, C2 entre l'atlas et l'axis. Elle est appelée aussi le diastasis. Elle peut entraîner une luxation altoïdo-axoïdienne sur C1, de C1 ou bien sur C2. Elle va se manifester cliniquement par des cervicalgies hautes, des douleurs de la mobilisation et bien sûr la limitation de la mobilité de la tête. Le diagnostic, c'est par la radiographie de face et surtout de profil en position neutre, puis en flexion. Le scanner et l'IRM pour mieux visualiser cette arthrite-là, cette atteinte articulaire, cette luxation alto-axoïdienne. Le risque évolutif là, malheureusement, c'est la compression médulaire, notez ça bien. Donc, le diastasis, parmi les atteintes graves au niveau de la polyarthrite rhumatoïde, ça peut donner une luxation du C1 sur C2, de l'atlas sur l'axis, et ça va donner un risque évolutif de compression médulaire qui pouvant entraîner malheureusement une tétraplégie comme signe de gravité ou bien comme séquelle de polyarthrite rhumatoïde si le diagnostic et le traitement ne sont pas précoces malheureusement. Donc ça c'est au niveau du rachis cervical, C1 et C2. Au niveau du rachis cervical moyen et inférieur, on peut aussi intéresser une spondylodiscite inflammatoire, arthrite articulaire postérieure et spondylolithisis. Donc, mais gardez-vous en tête, l'atteinte cervicale haute, c'est la plus grave, c'est la luxation C1 sur C2, c'est la luxation atlo-axoïdienne. Et ça peut donner malheureusement une tétraplégie si elle n'est pas traitée précocement. Donc, comme dernier titre dans les atteintes articulaires, c'est les atteintes tendineuses. Donc, c'est la ténosynovite. Donc, c'est les manifestations tendineuses, la ténosynovite, qui sont pratiquement constantes de la phase d'état. Donc, c'est pas que de l'os qui est atteint, c'est aussi les tendons là qui sont atteints. C'est la ténosynovite. Elle est pratiquement constante de la phase d'état. Elles sont parfois inaugurales. Ils vont annoncer l'évolution. Ce peuvent être les premiers signes à apparaître. C'est la ténosynovite. Donc, c'est la ténosynovite des extenseurs des doigts. C'est une tuméfaction indolore de la face dorsale du poignet. Elle est mobile avec les tendons. On peut noter aussi la ténosynovite du long extenseur du pouce, la ténosynovite du cubital postérieur, la ténosynovite des fléchisseurs des doigts. Ça peut entraîner un syndrome du canal carpien et des compressions du nerf médian, peut entraîner une crépitation de la région palmaire. Elle peut donner une ténosynovite nodulaire. Le doigt va être à, ou bien va subir un ressaut. Et la ténosynovite exudative, c'est une tuméfaction du gain des fléchisseurs. Donc, vous voyez que tous les tendons peuvent être atteints, soit les tendons de l'extenseur du doigt, l'extenseur du pouce, le tendon du cubital postérieur, les fléchisseurs des doigts, même les chevilles. C'est la ténosynovite des péronées latéraux et des jambiers postérieurs. Donc, comme complication ou bien comme manifestation tendineuse, notez bien la ténosynovite avec tous ces territoires-là d'atteinte. Et même parfois, ça peut être compliqué vers une rupture tendineuse. Donc, ces ténosynovites-là peuvent compliquer dans leur évolution, surtout les ténosynovites de la main
ils peuvent être accompagnés, comme on avait vu déjà dans les plaques précédentes, les ruptures des tendons là à cause de cette tuméfication. Surtout au niveau de la main, c'est le cubital postérieur. Donc, comme atteinte articulaire, notez bien la ténosynovite et malheureusement, il tend à s'aggraver et donner une rupture tendineuse, surtout au niveau de la main. Dernièrement, avant de terminer, on va noter les atteintes extra-articulaires. Donc, ce sont les signes généraux lors de poussée. On va noter les nodules rhumatoïdes. On a des signes cardiaques, malheureusement, c'est la péricardite, les valvulopathies. Ça nous fait rappel aux cardiopathies. On a des atteintes pulmonaires. Notez tous ces atteintes-là. Ça peut être des questions fréquentes d'examen. Donc, on a les nodules rhumatoïdes. On a des atteintes cardiaques, des atteintes pulmonaires. On a des atteintes oculaires, c'est le syndrome sec et la sclérite. On a l'amylose rénale, des atteintes rénales. On a des adénopathies et même des vascularites. Donc, on récapitule. Faites attention aux signes extra-articulaires. Donc, la PR, c'est pas seulement une atteinte articulaire, je répète. Il existe des atteintes extra-articulaires qui sont graves. Ça, ce qui caractérise la polyarthrite rhumatoïde. On a des signes généraux lors de la poussée, c'est les nodules rhumatoïdes. Là, vous les voyez. On a des atteintes cardiaques. La PR, elle est souvent associée à des atteintes cardiaques en manifestation extra-articulaire. C'est la péricardite et la valvulopathie. Ça nous fait rappel au module de cardiologie. Des atteintes pulmonaires, c'est des pleurésies, les pneumopathies interstitielles, les nodules parenchymateux et même, elle peut donner des dilatations des bronches. Donc tout ça, on va aborder dans les deux modules de cardiologie et de pneumologie. Donc je vous invite toujours à abonner pour recevoir les prochaines vidéos dans les prochains modules. Les atteintes oculaires, ça c'est une question fréquente d'examen, c'est le syndrome sec et la sclérite. Donc notez bien cette notion du syndrome sec. Ça peut être des questions fréquentes d'examen. Les atteintes rénales là, c'est l'amylose de type AA. Faites attention, c'est pas le AL, là c'est du type AA. On a des adénopathies, des splénomégalies, plus ou moins une leucopénie et un ulcère du membre inférieur. On appelle ça le syndrome de Felty. Et on a des vascularites. Ça, elle est retrouvée dans la polyarthrite maligne. Ça, vous voyez, c'est de la polyarthrite. Bien, les atteintes vasculaires, ça va témoigner une polyarthrite rhumatoïde qui est maligne, malheureusement. Donc, ça, ce sont des nodules, des lésions cutanées, des mononévrites multiples et même des accidents vasculaires. Donc, vous voyez là que la symptomatologie, elle est vaste dans la polyarthrite rhumatoïde. Je répète, c'est une atteinte distale, bilatérale, symétrique. Ça se manifeste au niveau du doigt, comme on avait vu. Ça peut manifester au niveau du membre inférieur. Faites attention à la luxation atloïdo-axoïdienne. C1 et C2, ça peut donner une tétraplégie. Et notez bien les signes extra-articulaires qui sont très souvent présents là. Faites attention. Je répète, la PR, c'est pas seulement une atteinte articulaire, c'est généralisé. On a des atteintes cardiaques, pulmonaires, oculaires. Faites attention au syndrome sec. Rénal, c'est les amyloses, le syndrome de Felty et dernièrement là, les vascularites, comme vous voyez là. Donc, malheureusement, c'est le rhumatisme articulaire le plus fréquemment répandu. Il est grave et comme je vous ai dit, il pose un problème de santé publique, un retentissement sur le fonctionnement, la vie professionnelle des patients et leur vie quotidienne. Donc ça, c'est tout pour cette deuxième partie. Dans la prochaine partie, on va aborder de la radiologie, l'évolution et du traitement. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement dans la suite de ce cours. Je vous demande le maximum de j'aime et de partage de ces vidéos-là. Ça, c'est le but de ces séries de vidéos. C'est pour vous aider, mes chers étudiants. Merci pour votre attention.
et bon courage, mes chers confrères.